12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? Autant vous prévenir tout de suite avec notre prochain invité, ça risque d'être barbant. Ingénieur chimiste, créateur de packaging et toxicologue pour la cosmétique, ce qui fait de lui le toxico préféré des labos. Pardon pour le jeu de mots, mais franchement, je le trouvais assez rigolo, celui-là. Il est surtout le fondateur d'une marque qu'il a appelée du nom de son grand-père. Fan du rasage à l'ancienne, mais ne trouvant pas son savon parfait, il a décidé de le créer chez lui, à Montluçon. Avant, figurez-vous, de partir à la conquête du monde. Et ça marche. Il a pour habitude de dire que ses collaborateurs, ses sous-traitants et ses clients font partie d'une même famille, la sienne. Et il n'imagine pas revendre un jour sa marque pour une raison évidente. Il va quand même pas vendre son grand-père. On est très content de l'accueillir dans ce 12-12 en visio, donc, car on pense bien sûr qu'il va pouvoir répondre à la question que tout le monde se pose. L'authenticité est-elle la nouvelle valeur du business ? Cyril Lelégard, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Eh bien, écoutez, ça va pas mal, à Montluçon. À Montluçon, ouais. Alors, Montluçon, parlez-nous de Montluçon. Oh, bah, ça risque d'être très rapide. Petite ville de province, très agréable à vivre. C'est une ville qui allie comment dire, les avantages d'une petite ville et puis de la campagne, donc où la vie est douce et où il est agréable de travailler. Alors, voilà. Comment on fait quand on est à Montluçon ? Parce que moi, je connais un peu Montluçon pour y être passé trois fois dans ma vie. Comment on fait quand on est à Montluçon pour rêver du monde, de partir à la conquête du monde ? En fait, je présenterai pas la chose comme ça. C'est-à-dire que... Je plaisante. Ouais, non, je pense que il y a pas mal de hasard et d'opportunités à saisir et n'importe où qu'on soit, on peut les saisir. C'est aussi l'avantage d'Internet, des réseaux sociaux et lorsqu'on a un projet et les bons outils, logiquement, qu'on soit à Montluçon ou à Montpellier ou à Paris, on peut le mener à bien de la même façon. Alors c'est ça que je trouve assez fascinant dans votre histoire. Je le disais, donc vous avez créé une marque de savon à barbe à l'origine, que vous avez appelé du nom de votre grand-père. Donc c'est le père Lucien. Donc quelque chose de très régressif, de très authentique, et en même temps vous êtes à Montluçon et vous utilisez tous les outils ultra modernes pour vous développer dans le monde. Est-ce que c'est ça votre spécificité ? Je pense que c'est ça. Effectivement, les produits sont vecteurs de tradition, parlent en fait à nos souvenirs, parlent à notre comment dire, notre inconscient, à notre affect, à notre inconscient, oui, bien sûr. Et en même temps, on est sur un produit de plaisir. Alors, pourquoi un produit de plaisir ? Parce que bon, pour beaucoup d'hommes, le rasage, c'est une corvée. C'est d'ailleurs sur cette corvée que s'appuient les grandes marques pour véhiculer de la rapidité dans le rasage, de la facilité, etc. Et en fait, moi, je propose, alors je suis pas le seul, mais je propose en tout cas, non pas de la facilité, mais au contraire de prendre son temps, de réutiliser le savon, le blaireau, le rasoir à l'ancienne, et donc de reprendre du temps pour soi. Il y a un petit côté méditatif derrière tout ça, non ? Complètement. D'ailleurs, dans mon histoire, j'ai traversé une très mauvaise période en 2013, et en fait, moi, je suis venu à cette pratique pour réapprendre à prendre soin de moi. Et en fait, j'ai fait mon premier savon pour m'amuser. Ingénieur chimiste, vous l'avez dit. Je me suis dit, bon, t'as 40 ans, t'es ingénieur chimiste, tu sais rien faire, tu vas essayer de faire un savon à raser. Donc, tu sais rien faire. Je pense pas que vous ne sachiez rien faire, mais bon. Est-ce que, au fond, vous parlez de ce rapport au temps,
Ça ajoute une couche à ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le retour à l'authenticité versus cette hyper-digitalisation. Le rapport au temps, c'est un de vos arguments de vente? Oui, oui, c'est un argument de vente. On est dans une société où tout va vite. Tout va vite. Alors c'est très très bien, hein, pour certaines choses, c'est formidable. Mais je pense que fondamentalement, nous avons besoin aussi parfois de freiner, de s'arrêter, de prendre du temps pour soi, peut-être pour aller plus vite par la suite ou pas. Mais effectivement, je pense que c'est aussi un argument de vente. Et puis l'identifiant, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand je cherchais une marque, je voulais une marque qui soit à la fois française, à la fois élégante, mais simple, qui puisse parler à tout le monde, qui s'adresse à tout le monde. Donc, j'ai eu l'idée de rendre hommage à mon grand-père, de donner le prénom de mon grand-père à ma marque, qui s'appelait Lucien Le Légard, donc la marque est devenue Le Père Lucien, et de lui adjoindre son portrait. Donc, ça a très vite pris, notamment sur les réseaux sociaux, sur les forums, parce que justement, je pense que ça parlait à tout le monde. On a tous un Père Lucien, on a tous le souvenir, alors il s'appelle pas forcément Lucien, mais on a tous le souvenir d'un grand-père, d'un grand-oncle, d'un homme qui se rase à l'ancienne, qui prend soin de lui, qui s'habille. Voilà, mon père sortait pas sans son costume et sa cravate, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais voilà, et donc en fait, cette nostalgie et ce rapport au temps, oui, je pense qu'il a bien pris. De ce côté-là, c'est un identifiant très fort. Vous avez su dès le départ, quand vous vous êtes positionné comme ça, que c'était le bon choix, ou vous vous êtes dit après tout, on va essayer, on va voir ce qui se passe? Je me suis dit, on va essayer, on va voir ce qui se passe, avec une intuition. C'est que ça me plaisait beaucoup, et je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça plaise qu'à moi. Ce qui s'est fait aussi, c'est que, comme je vous ai dit, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai proposé aussi aux gens de tester. Et le retour a été très bon. Alors, au départ, sur la qualité du produit. Et puis, en fait, il me fallait donc une marque. C'est là que j'ai créé la marque et ça a pris assez vite. Oui, j'en avais la conviction. Je suis pas un expert du marketing, de ces choses-là. Je fonctionne beaucoup. Alors, je suis pas un expert, puisque moi, je suis plutôt un scientifique. Hein, vous l'avez dit, je suis ingénieur chimiste, maintenant toxicologue. Et puis, en plus de ça, j'ai eu un passé je suis pas né entrepreneur. Je suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis pas d'une famille de gens du marketing, du commerce. Je suis plutôt un ancien fonctionnaire. Voilà, j'ai été technicien dans l'industrie pharmaceutique. Bon, j'ai un parcours un peu, on va dire un peu sautillant. Et non, j'avais pas c'était pas un cas d'école pour moi. C'était vraiment une intuition. Mais vous êtes devenu un cas d'école, en fait, parce que, vous êtes un ancien fonctionnaire devenu entrepreneur, ce qui est quand même pas si courant. Deux, encore une fois, c'est pas une caricature, mais vous êtes à Montluçon, qui est quand même une petite ville de province, a priori coupée de beaucoup de choses. Et pardon pour les gens qui habitent à Montluçon, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est une réalité. C'est des endroits qui sont enclavés, qui sont a priori pas des endroits qui sont très ouverts sur le monde. Vous créez une marque en vous appuyant sur ces valeurs, donc sur ces valeurs d'authenticité, sur ces valeurs de tradition. Et aujourd'hui, vous êtes distribué dans combien de pays? Entre 20 et 23 pays, distribués par 200 partenaires. Ce qui est quand même un truc assez dingue. Est-ce que vous imaginiez au départ être distribué dans autant de pays avec autant de partenaires? Non, pas du tout. Ah, on vous entend assez mal de temps en temps là. J'ai continué à avancer en me disant la liaison est peut-être pas très bonne. Ouais, c'est Montluçon ça, hein, c'est normal, mais on va s'y faire. non, mais on vous entend, vous inquiétez pas. Je disais que je m'imaginais pas. J'ai continué à avancer.
j'ai continué à avancer en me disant on verra jusqu'où ça va aller. Par contre, je me suis jamais reposé sur ce que j'avais fait. J'essayais toujours d'ajouter quelque chose de nouveau. Alors soit sur les produits, soit sur les services, etc. Toujours dans l'esprit de satisfaire le client, un souci de qualité. Donc, je me suis jamais reposé sur ce que j'avais fait. Ce qui fait d'ailleurs que très très vite, je me suis entouré. Aujourd'hui, l'entreprise, ça reste une TPE, mais on est 4 avec une richesse de formation, de compétences. On a eu une croissance assez importante puisque en 2019, j'ai changé de statut. J'étais parti en niveau et j'ai changé de statut pour en recruter. Et aujourd'hui, en fait, l'entreprise qui s'appelait au départ Le Père Lucien est devenue Laboratoire Le Légat et on propose une multitude de services. Donc, on continue de faire nos produits, Le Père Lucien, mais on propose également des produits en marque blanche, des produits à façon, développement cahier des charges, de la toxicologie réglementaire et même de l'accompagnement pour des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent alors de l'encadrement, enfin je veux dire de l'accompagnement, pas forcément sur les stratégies, mais plus sur le réglementaire et sur la façon d'éviter les écueils que moi j'ai pu rencontrer. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas l'exemple parfait du désenclavement de toutes les villes de province, de toutes les petites villes de province françaises? C'est possible, mais je pense que ça peut passer aussi par là parce que vous l'avez très bien dit, Montluçon est une ville qui est très enclavée, qui a des entreprises historiques, bien, mais c'est pas une ville d'industrie très très dynamique, hein, il faut le reconnaître. Et je pense effectivement que le désenclavement va passer par le biais du commerce en ligne. Ouais, aujourd'hui, en fait, dès qu'on a la fibre quelque part, en fait, c'est la porte ouverte, quoi. C'est ça l'histoire. C'est ça. Et puis, il faut... alors, bien sûr, on a des partenaires commerciaux, mais même les partenaires commerciaux, même si je les rencontre maintenant, mais même les partenaires commerciaux, la plupart, enfin, je les ai vus, trouvés, ou alors ils sont venus vers moi, mais c'est la fibre, quoi. C'est Internet. Voilà. Vous passez combien de temps par jour sur Internet? Je compte pas, mais... Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps. Que ça soit pour répondre aux mails, pour que ça soit sur les réseaux sociaux. J'écoutais avec beaucoup d'attention l'intervenant avant sur LinkedIn parce que j'ai plein de choses à apprendre là-dessus aussi. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Beaucoup de temps. Peut-être bien 8 heures par jour, sachant qu'il y a le reste aussi à faire. Donc, ah ouais, 8 heures par jour sur les réseaux sociaux. Oui. Pas forcément seulement sur les réseaux sociaux. Mais sur Internet en général. Internet en général. Bon, Cyril, vous savez, ou vous ne savez pas, mais si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, il y a un principe dans le 12-12 Game Changer, c'est que celles et ceux qui nous regardent posent des questions, et ça, c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, première question, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés lors de la création de votre savon à barbe? Alors, en matière de défis à la création, la création, ça a été la création de la formule, en tout cas, ça a été relativement simple, c'était dans mes cordes, enfin, ça a pris du temps. Ouais, ça, c'est votre business, ça, il n'y a pas eu trop de problèmes, quoi. Ouais. C'est ça. C'était plutôt le côté administratif, c'est-à-dire que il a fallu créer bien sûr une entreprise, choisir le meilleur statut, en tout cas pour moi à l'époque, celui qui développer mon entreprise quelque part sereinement. Et puis bien sûr, quand on fait de la cosmétique, il y a tout l'aspect réglementaire qui entoure donc il a fallu même pour un savon à barbe. Même pour un savon à barbe, puisqu'en fait, c'est un cosmétique comme un autre. Et les règles sont les mêmes, donc même pour un savon à barbe. Mais de toute façon, j'avais aussi l'objectif derrière de faire d'autres choses. Donc, il fallait un laboratoire. Donc, j'ai acheté une maison, j'ai installé un laboratoire dedans. Il fallait trouver un toxicologue à l'époque.
pouvoir valider les dossiers d'information produits. C'est un petit peu l'équivalent de l'autorisation de mise sur marché pour les cosmétiques. Donc, c'est fait également. Hein. Et puis, il fallait aussi faire quelques déclarations à l'ANSM sur le laboratoire, respecter les bonnes pratiques de fabrication, faire quelques erreurs et les corriger. Tout ça, ça prend combien de temps? Ça nous a pris à peu près 6 mois. 6 mois, 6 mois, le temps de s'installer. Et là, il n'y a toujours pas de marketing, il n'y a toujours pas de communication, il n'y a toujours pas de site e-commerce, il n'y a toujours pas tout ça. Alors, il n'y a toujours pas de site e-commerce, il n'y a toujours pas tout ça. La communication avait commencé, en fait, la communication a commencé avant que je me lance, puisque, comme je vous ai expliqué, j'avais fait un peu de teasing sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai un ami qui me disait toujours, c'est ton produit qui te tire. Je crois qu'il avait raison. C'est le produit qui m'a amené à entreprendre. Je ne suis pas parti en disant, tiens, je vais me lever ce matin et je vais faire du savon à raser pour le vendre. C'est plutôt, j'ai fait du savon à raser pour mon plaisir et voyant qu'il plaisait, j'ai eu l'idée d'entreprendre et de le vendre. Votre produit, en fait, vous êtes appuyé sur une communauté pour le tester? Comment ça s'est passé? Totalement. En fait, j'étais membre d'un forum qui s'appelle rasagetraditionnel.com et j'utilisais des produits du commerce. Et puis, produits ne me donnant pas forcément entièrement satisfaction, c'est un peu, on cherche tous un peu le Graal hein, sur ces forums. Puis aussi une certaine curiosité. Voilà, j'étais débutant, je me suis dit, je vais leur demander un peu leur expérience, moi ce que je fais mal ou ce que je ne fais pas bien, etc. Et la réponse était plutôt, non, mais ton produit, il n'est pas terrible, change, essaye plutôt ci, essaye plutôt ça, telle et telle marque, ce que j'ai fait. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le mien. Ça m'a pris à peu près, pareil, 4-5 mois dans un premier temps. J'ai fini par obtenir quelque chose de satisfaisant et j'ai proposé aux gens qui étaient sur ce forum et avec qui j'avais sympathisé de le tester. Vous avez trouvé vos premiers clients, en fait, directement sur le forum sur lequel vous veniez vous-même chercher de l'information sur des produits. Exactement ça. En fait, j'ai fait 4 kilos d'échantillons de 10 grammes. Vous voyez, ça fait à peu près 400 kilos. 400 échantillons. 400 échantillons, ouais. Qui sont partis partout en France, en Belgique, en Suisse, un petit peu aux Pays-Bas, etc. Enfin bon, voilà. Et le retour a été, on aimerait bien en acheter. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Alors, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de conseils par rapport à aux gens qui voudraient investir, entreprendre, etc. Voilà, moi, comme je vous dis, j'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'avais produit avant d'avoir même l'idée d'entreprendre. Et sauf que votre produit vous a pas coûté très cher à développer et par contre, vous avez eu effectivement la bonne idée d'aller chercher les utilisateurs là où ils étaient pour leur dire voilà mon produit, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Exactement, c'est tout à fait ça. Et le retour a été de dire en fait, et très vite il y a eu un attachement par les utilisateurs à la marque, mais aussi à la personne. Ça rejoint ce que disait votre interlocuteur tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a sur les réseaux sociaux, c'est la personne avant tout. C'est-à-dire que il y avait un lien qui s'est créé aussi avec ces gens et c'était d'autant plus facile qu'ils s'approprient la marque pour justement la soutenir, la porter, etc. Et puis d'ailleurs, c'est un des membres qui, au bout de quelques mois, m'a proposé de me faire mon premier site internet. Voilà comment ça s'est fait. Et puis, progressivement, j'ai eu mes premiers contacts professionnels qui se sont soldés par des partenariats. Certains sont continus, certains sont arrêtés. Voilà, c'est la vie d'une entreprise. Et on s'est très vite développé. Alors, n'allez pas croire que j'ai quoi que ce soit contre Montluçon, mais j'ai une question oui. assez précise. Est-ce que si vous aviez été à Paris, par exemple, ou dans une grande ville, les choses auraient été plus simples ou éventuellement plus compliquées? Eh bien, peut-être plus compliqué finalement. Parce que il y a plusieurs choses. Une entreprise cosmétique, c'est avant tout une entreprise chimique.
Être dans une grande ville, alors c'est bien pour l'approvisionnement, mais être dans une grande ville, c'est aussi parfois compliqué de se faire approvisionner, ou alors il faut se trouver dans une zone industrielle. Et à Montluçon, il est peut-être aussi plus facile de trouver des locaux à bas prix, d'investir petit au départ, parce qu'il faut quand même. Enfin, j'aimerais dire aussi que mon entreprise a grandi uniquement en autofinancement. Ça a son importance. C'est-à-dire que je ne suis pas parti avec un crédit bancaire. J'ai réinvesti en fait ce que je gagnais systématiquement. Donc c'est de l'autofinancement. C'est une croissance lente. Enfin, pas si lente que ça d'ailleurs, mais normalement c'est une croissance lente. Toujours le rapport au temps. En tout cas, c'est une croissance. Toujours le rapport au temps. Toujours le rapport au temps. C'est une croissance prudente. Et puis, je pense que c'est plus facile ça à Montluçon que d'installer une entreprise dans une grande ville où l'apport financier doit être beaucoup plus conséquent au départ. Voilà. Alors après, on est sur comme vous l'avez très justement souligné, on est sur des produits. En tout cas, au départ, on était sur des produits à faible coût de développement. C'est un peu moins vrai aujourd'hui puisque, comme je me suis diversifié, qu'on fait des produits cosmétiques autres, des émulsions, des sérums, etc. Là, c'est un tout petit peu plus long et un tout petit peu plus coûteux à développer, mais globalement, au départ, effectivement, on était sur quelque chose de déjà connu et donc assez simple à développer. Alors, une question qui s'adresse plutôt aux toxicologues, pour le coup. Quels sont les effets potentiels à long terme des produits cosmétiques sur notre santé ? Ça dépend. Ça dépend. C'est une très bonne question et pour répondre à cette question, je vais rappeler à l'auditeur qui me pose la question que, en fait, s'il y a une réglementation cosmétique aujourd'hui, c'est lié à quelques accidents. Début du XXe siècle, aux États-Unis, je ne vous donnerai pas la date, mais une dame s'est empoisonnée avec du dentifrice, elle en est morte. C'était un dentifrice Colgate-Palmolive. Alors, c'était pas du tout un problème du cosmétique en question, c'est juste que cette dame se brossait les dents 18 fois par jour. Oui, c'est pas terrible, effectivement. C'est pas terrible. Mais en fait, elle n'aurait jamais imaginé en mourir et en fait, elle en est morte. On se rappelle aussi l'histoire du talcum orange qui a tué quelques bébés. Ouais. Et là, effectivement, et c'est aussi le talcum orange qui a donné lieu à une directive européenne, et puis ensuite le règlement européen sur les cosmétiques. Donc, en fait, il est difficile de répondre à la question quel est l'impact, etc. Ça dépend bien sûr de ce qui est dans le produit cosmétique, mais un produit cosmétique n'est jamais un produit anodin. C'est très, très important. C'est un produit de plaisir, donc on a toujours tendance à minimiser l'impact du cosmétique sur notre santé. Mais ce n'est jamais un produit anodin. Oui, c'est de la chimie. À partir du moment où on met de la chimie en contact avec notre peau, forcément, il y a des effets, quoi. C'est ça, c'est de la chimie. Ce sont des extraits, alors que ce soit des extraits synthétiques, enfin des matières synthétiques ou des extraits naturels, c'est jamais complètement anodin. J'en profite d'ailleurs pour souligner que les produits naturels peuvent être parfois aussi, voire plus dangereux que les produits de synthèse. Il ne faut pas croire que ce qui est naturel est bon et ce qui est synthétique est mauvais. Non, c'est une question de molécules. Dans la nature, il y a des molécules qui sont à certaines doses très bonnes et puis à d'autres moins bonnes. C'est aussi une histoire de dose, effectivement, cosmétique. Et d'où l'importance aussi d'acheter des produits dont on est sûr. Alors c'est justement la dernière question, c'est quel conseil donneriez-vous aux consommateurs pour choisir des produits cosmétiques sûrs ? Alors, de prendre des cosmétiques... du père Lucien. Bien sûr, bien sûr. Non, de manière plus large, des produits cosmétiques français ou européens. En Europe, on a la chance, alors je dis bien c'est une chance parce que je suis pourtant pas très... je suis plutôt un libertaire, donc je suis pas toujours à dire que les lois sont bien et tout, mais on a la chance d'avoir une loi sur les cosmétiques qui est très bien faite et qui est très protectrice pour le consommateur, tout en étant
un guide pour celui qui veut fabriquer. Donc, je trouve que on a, pour une fois, le législateur a fait quelque chose de très efficace. Et je pense que donc, pour être serein, il faut avant tout consommer européen et se méfier des produits de contrebande qui peuvent, parce que la cosmétique, c'est vraiment un des secteurs d'activité où il y a le plus de contrefaçons. On pense notamment aux contrefaçons de parfums, mais aussi de crèmes, etc. Alors, si la contrefaçon de montres a un impact économique certain, là, il peut y avoir un impact sur la santé certain. C'est ça, c'est ça, exactement, en plus. Ouais. Donc, il faut avoir la plus grande prudence avec les cosmétiques, notamment qui viennent d'Asie, des États-Unis. En tout cas, ce que je retiens de notre conversation, c'est que on peut entreprendre dans une petite ville de province enclavée. On peut conquérir le monde à partir de cette petite ville de province enclavée, que au fond, c'est peut-être plus facile parce que ça coûte moins cher, parce qu'il y a plus de place, et qu'aujourd'hui, grâce à Internet, au fond, il n'y a pas de limite. C'est aussi plus facile, peut-être justement parce que c'est enclavé, d'avoir des relations avec les bons acteurs qui cherchent à dynamiser la région. Je pense au CCI, au CMA, etc. Ouais. Et je pense que dans une petite ville de province, c'est beaucoup plus facile de créer du lien, du réseau, d'être connu, de ne pas rester isolé. Voilà. Bon, Cyril, en tout cas, merci. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne deviendrai pas votre client parce que j'ai vraiment pas beaucoup de barbe, mais vraiment très très peu. Mais je suis sûr que les produits du Père Lucien sont de très très bons produits. En tout cas, merci d'avoir été avec nous à cette heure tardive et encore bravo pour le Père Lucien. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Bonne soirée. Le 12-12 Game Changer.